Bonjour à tous, bienvenue pour ce point fondamental de ce jeudi 4 septembre 2025. On commence comme d'habitude par un bilan des marchés pour la journée d'hier. Donc concernant le marché actions, on a eu des marchés actions US, notamment les indices qui ont clôturé en légère hausse. Le Nasdaq a terminé gagnant près de 1%. Le S&P 500 0,49%, le Dow Jones 0,07%. Plusieurs facteurs moteurs qui expliquent cette clôture en hausse. Le premier facteur, la victoire d'Alphabet sur le plan juridique, puisqu'un juge américain a refusé une demande de scission d'Alphabet. Donc Alphabet, c'est la maison mère de Google, permettant au groupe de conserver notamment le contrôle de Chrome et d'Android, tout en encadrant certaines exclusivités avec les constructeurs ou éditeurs de navigateurs. Cette décision a déclenché un véritable rallye. Alphabet a bondi de 8 à 9%, freinant ainsi l'incertitude des marchés techniques. Alors on peut le regarder ensemble. Alphabet. Voilà, vous voyez, gros gap à l'ouverture et une clôture à 9,01%. Donc ça, évidemment, ça a permis aux indices de clôturer en forte hausse. Autre point, Apple, qui a également bénéficié de ce jugement en faveur d'Alphabet, puisqu'Apple a gagné en confiance, profitant du maintien des accords lucratifs avec Google. L'action a pris entre 3 et 4% sur la journée. On peut le voir également. Apple, voilà, pareil, gros gap, et on a clôturé à plus 3,81%. Enfin, les espoirs de baisse des taux de la Fed, puisque les données décevantes sur les offres d'emploi JOLTS, on va le voir juste après, plus faibles que prévu, ont renforcé les anticipations d'une baisse des taux dès ce mois. Selon l'outil Fed Watch du CME Group, les probabilités d'un ajustement à la baisse atteignent désormais plus de 95%. Voilà, vous voyez, pour la prochaine réunion du 17 septembre, on a actuellement 97,6% de chances d'avoir une baisse des taux. On est passé de 90 à 97, donc voilà, c'est quasiment acté. Ce qui va être très attendu, c'est l'annonce demain du NFP, qui va donner pas tant d'informations sur cette réunion-là, mais plus sur les prochaines réunions et également sur la vitesse des baisses, puisque si les résultats sont très mauvais, il est possible qu'on ait des baisses plus agressives. Donc vraiment, la data de demain sur les NFP va être très importante, même si aujourd'hui, on a également des datas sur le marché de l'emploi. Vous voyez ici à 14h30. Donc voilà, ça va être à suivre. J'aimerais également revenir, alors juste avant ça, j'aimerais revenir rapidement sur les raisons du mouvement de vente massive sur le marché obligataire qu'on a connu en ce début de semaine. Donc en ce début de semaine, je le rappelle, un large mouvement de vente de titres à long terme, notamment les obligations à 30 ans, a secoué les marchés globalement, entraînant des fortes hausses dans des économies majeures comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou encore la France. Alors, pourquoi ça s'est produit? C'est sur ce point-là que j'aimerais revenir et revenir dessus rapidement. Premier point, crainte de dérive budgétaire, puisque les investisseurs doutent de la capacité des gouvernements à maîtriser leurs déficits et leurs dettes. Également, un déclin de la confiance politique. Au Royaume-Uni, au Japon et en France, les réactions politiques récentes ont ravivé les inquiétudes. L'offre massive de dettes, des émissions records, notamment en Europe, sur fond de besoins de refinancement, ont saturé l'offre. La fin des politiques monétaires accommodantes, parce qu'avec la fin du quantitative easing, de nombreuses banques centrales moins actives sur ce segment, ça accentue la pression. Et enfin, ce qu'on appelle entre guillemets la justice obligataire, en réaction aux politiques jugées inflationnistes ou irresponsables, les investisseurs vendent leurs obligations, ce qui fait monter les coûts d'emprunt, puisque comme je l'ai déjà dit, la valeur d'une obligation est liée inversement à son rendement. Donc plus la valeur monte, plus le rendement baisse, et plus la valeur baisse, plus le rendement monte. Quand on vend, de forts mouvements, de fortes ventes vont faire chuter la valeur et donc augmenter le rendement.
Donc, qui dit hausse des rendements, dit hausse du coût de financement des États. Également, ce qui est important de noter, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais revenir dessus, c'est que, de manière générale, on a une corrélation entre les rendements des obligations et la monnaie, tout simplement. Mais parfois, on peut avoir des décorrélations lorsque les rendements augmentent pour des raisons comme celles qu'on a pu connaître en ce début de semaine, c'est-à-dire des craintes, de l'incertitude. Et je vais vous le montrer. Et donc, du coup, là, on a directement, on a une décorrélation. Je vais vous le montrer ici. Là, ici, on est sur l'indice. Hein. On est sur l'indice de la livre sterling, hein, du GBP. Donc, comme vous pouvez le voir ici, alors en haut, on a l'indice du GBP, et ici, ce sont les obligations, les rendements obligataires à 30 ans. Donc, il y a une corrélation. Vous voyez ici, toute cette hausse du GBP est liée et accompagnée ici, hein, sur la même période. Tac, voilà, elle est accompagnée. Tac, c'était donc on a eu une hausse du coup des rendements obligataires. Par contre, ce qu'on a connu en ce début de semaine, donc lundi et surtout mardi où ça a tapé vraiment très fort, lundi et mardi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une forte hausse des rendements obligataires. Vous voyez? Ici. Donc normalement, si on suit la corrélation, le GBP aurait dû monter. Et c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Vous voyez, ici, on a eu une hausse. Hop, ici, voilà, une hausse. Et ici, qu'est-ce qu'on a observé sur le GBP? Une baisse, une forte baisse. Pourquoi? Parce que cette hausse des rendements obligataires, ici, par contre, n'est pas liée à ce qu'on peut avoir très souvent, c'est-à-dire, on peut avoir une banque centrale qui est très hawkish. Du coup, ça va soutenir la monnaie et les rendements. Là, ce n'était pas le cas. C'était lié à une incertitude. Donc, c'est vraiment très rapide. Ce que je voulais vous dire, c'est que, de manière très générale, bien évidemment, les rendements obligataires et la valeur de la monnaie, enfin, et la monnaie, hein, la force de la monnaie sont liées, sont corrélées positivement. Mais lorsqu'on est en période d'incertitude, c'est-à-dire que lorsque les rendements obligataires explosent pour des causes d'incertitude, on a une décorrélation qui s'opère. Et là, on le constate hein, directement. Tac. Là, si je mets la main par-dessus, vous voyez. Voilà. C'est ce qu'on a eu également aux États-Unis. Hop, on peut le regarder rapidement en ce début d'année. Tac. Là, c'est l'indice du dollar. Enfin, bon, alors, on va faire plus simple. Je vais me mettre sur DXY. Donc, là, on est sur l'indice du dollar. Forte chute hein, du dollar depuis l'élection de Donald Trump et par la suite la mise en place des tarifs douaniers. Si on regarde les rendements obligataires, alors on peut regarder à 10 ans, c'est ceux qu'on regarde le plus souvent, on peut regarder à 30 ans, hein, c'est les plus long termes, mais là on va regarder à 10 ans, c'est pareil, de toute façon on va constater la même chose. Voilà, vous voyez, ici, précisément ici, c'est l'introduction des droits de douane, début avril. Après il y a eu une pause, mais c'est l'introduction des droits de douane. Et qu'est-ce qu'on observe? Une décorrélation. Une décorrélation, pourquoi? Parce que les rendements ont très fortement augmenté, mais c'était lié à une forte incertitude. Une très 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 forte incertitude. Donc voilà. J'ai fini avec cette partie-là. Je voulais revenir rapidement dessus. On passe maintenant aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le récent rallye qu'on a eu en ce début de semaine du dollar n'a pas de fondement solide, hein, à mon sens. Il repose principalement sur la vente de titres obligataires à long terme, notamment des gilts britanniques. D'autres facteurs comme les données économiques à venir et les anticipations des taux de la Fed devraient reprendre le dessus. Si on revient sur le rapport JOLTS qui a été publié hier, le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a chuté, atteignant 7,181 millions, son plus bas niveau depuis 10 mois. Et bien en dessous également des attentes des économistes. Donc pour la première fois depuis la pandémie, le nombre d'offres disponibles est inférieur aux demandeurs d'emploi. Les secteurs les plus touchés incluent la santé, l'assistance sociale, les arts, les loisirs et divertissement. Et malgré ce recul, par contre, on observe que les nouvelles embauches ont augmenté. Modestement, mais elles ont augmenté. Tandis que les licenciements restent faibles. Alors, pourquoi l'indicateur JOLTS est intéressant, est important? Il révèle une décélération
plus qu'une contraction brutale. Ça, il faut vraiment le noter. Hein. Donc, décélération, c'est plus une décélération au niveau du marché de l'emploi avec cet indicateur, hein, l'indicateur Jolts, plutôt qu'une contraction brutale. Il y a moins d'opportunités, les embauches sont plus frileuses. Le fait que le nombre d'offres soit désormais inférieur au nombre de demandeurs d'emploi suggère une inversion inquiétante du rapport offre-demande, signe d'un glissement vers un marché plus gagnant pour les chercheurs d'emploi. Ces éléments consolident la position de la Fed en faveur d'une politique monétaire plus accommodante au moment où elle lutte pour équilibrer inflation et soutien à l'emploi. On l'a vu tout à l'heure, hein, on est à 97,6% de chances d'avoir une baisse des taux lors de la prochaine réunion. Également, on a eu plusieurs interventions, hein, de plusieurs membres de la Fed. Donc Christopher Waller, gouverneur de la Fed, qui reste convaincu qu'un ralentissement imminent du marché de l'emploi justifie une baisse des taux. Il plaide pour une action dès la prochaine réunion, anticipant des baisses successives sur les 3 à 6 mois suivants, tout en précisant que la décision sera guidée par les données à venir. Raphaël Bostic, président de la Fed d'Atlanta, partage ce diagnostic. Il estime que la politique actuelle est légèrement restrictive et qu'une réduction d'environ 25 points de base d'ici la fin de l'année pourrait être appropriée, bien que le timing reste à préciser. Enfin, Neil Nashkari, de la Fed de Minneapolis, observe que le taux neutre se situe autour de 3%, ce qui suggère une marge de manœuvre pour une baisse progressive dans les prochaines années, malgré les incertitudes liées à la politique commerciale actuelle. La politique commerciale, c'est le tarif douanier. Si on dézoome un petit peu et qu'on regarde le contexte plus large, les données du marché de l'emploi sont déjà faibles, notamment avec des ouvertures de postes en chute, comme l'a indiqué le rapport Jolts, et un environnement économique fragilisé par les tarifs et la politique d'immigration. Pourquoi politique d'immigration? Puisqu'il y a une politique qui a été mise en place par Donald Trump pour diminuer au maximum l'immigration et pour renvoyer tout simplement un certain nombre d'immigrés des États-Unis. La Fed est donc confrontée à un dilemme, maintenir la lutte contre l'inflation ou agir pour protéger l'emploi. Les tensions géopolitiques, la hausse des prix liés aux tarifs et la détérioration du marché de l'emploi renforcent ce défi. Donc, le point suivant, c'est le Beige Book de la Federal Reserve, publié hier, le 3 septembre, révèle une croissance économique quasi inexistante dans la majorité des districts américains. Seuls 3 districts ont signalé une légère croissance, tandis que la plupart ont observé une stagnation ou une légère contraction de l'activité économique. Cette situation est attribuée à une incertitude accrue liée aux politiques commerciales, notamment la hausse des tarifs douaniers, et à une prudence généralisée des entreprises et des consommateurs. Les entreprises hésitent à investir ou à embaucher, et les consommateurs sont plus frileux dans leurs dépenses. Cette dynamique contribue à une modération de l'inflation, avec des hausses de prix modérées, bien que certaines entreprises aient recours à des suppléments tarifaires pour compenser les coûts accrus. Le rapport indique également une baisse modérée de l'emploi, une croissance salariale modeste et une diminution de la demande de crédit, signalant un ralentissement économique dans de nombreuses régions du pays. Donc cette situation suggère que la Fed pourrait adopter une politique monétaire plus accommodante dans les mois à venir en réponse à la faiblesse de l'activité économique. Donc encore des éléments qui viennent peser sur le dollar, peser à la baisse. Hop, et donc dernier point, les droits de douane qui font toujours partie de l'actualité, qui ont un peu moins d'impact sur les marchés. Là, on s'est vraiment recentré sur les datas économiques, parce que pendant plusieurs semaines, c'est vraiment les droits de douane qui drivaient les marchés. Mais il y a quand même des rebondissements ces derniers temps, puisque le 3 septembre 2025, l'administration Trump a annoncé qu'elle demanderait une décision accélérée de la Cour suprême afin de sauver les droits de douane imposés sur l'autorité, afin de sauver les droits de douane, je vais abréger. Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour d'appel fédérale, rendu le 29 août, donc ce 29 août, qui a jugé que la majorité de ces droits de douane étaient illégaux car le président aurait outrepassé ses prérogatives. Malgré ce jugement, les tarifs demeurent en vigueur jusqu'au 14 octobre, ça il faut le noter, le temps que l'administration puisse faire appel. Donc ce dossier, il soulève d'importantes questions constitutionnelles sur la séparation des pouvoirs, notamment sur la capacité du président à agir seul en matière de commerce extérieur. Point très important, si les droits de douane sont invalidés, ce qui est possible, cela pourrait entraîner des remboursements de droits importants.
puisque tous les droits de douane qui sont payés jusqu'à présent devront donc être remboursés. Car là actuellement on a 65,8 milliards de dollars qui ont déjà été collectés. Donc c'est énorme. C'est énorme. La décision finale de la Cour suprême est attendue début 2026. On a eu une intervention du président Donald Trump qui a indiqué que si la Cour suprême devait confirmer une décision de la Cour d'appel jugeant les tarifs illégaux, les États-Unis pourraient être contraints de défaire les accords commerciaux récemment conclus avec les partenaires comme l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et d'autres. Cela pourrait donc, comme on l'a vu, conduire à des remboursements potentiels des droits déjà perçus, mais aussi, comme on vient de le voir donc tout de suite, compromettre les récents accords commerciaux qui ont été obtenus, notamment de très gros accords avec le Japon et la zone euro, hein, entre autres. Ces accords-là, ils ont revu à la baisse les tarifs douaniers, mais surtout ces accords ils ont permis aux États-Unis d'obtenir de gros financements, de gros investissements aux États-Unis de la part du Japon et de la zone euro notamment. Donc c'est problématique, c'est vraiment problématique. Il a averti que l'échec de sa défense juridique pourrait entraîner donc du coup de graves conséquences économiques pour le pays. Et cette déclaration marque la première fois que Trump évoque explicitement la possibilité que ces accords commerciaux négociés parallèlement mais dépendants de ces tarifs pourraient être invalidés en cas de décision judiciaire défavorable. Alors, ce point-là, il est important parce que ces accords commerciaux, ils ont été signés parce qu'il y avait des tarifs douaniers qui étaient imposés. Négociation de tarifs douaniers à la baisse et du coup mise en place d'accords commerciaux. Donc tous ces éléments-là, moi, confirme mon biais, court moyen terme, qui est toujours baissier sur le dollar. Donc je cherche toujours de la vente, tout simplement. Cette semaine, j'ai pas eu d'opportunité. Sur les paires en dollars. Là, voilà, on est jeudi. J'ai pas envie en fait de me lancer sur des positions qui vont durer longtemps parce que demain on est jour de NFP. Donc faites attention à vous sur les marchés. N'oubliez pas que demain il y a le NFP. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée de trading et on se dit à demain. Alors on se dit pas à demain, mais on se dit à lundi.